Merci à tous les trois d'être là, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors, notre table ronde s'intitule « État de la planète. Nos sociétés et notre économie sont-elles sur le bon chemin ? Avons-nous des raisons d'espérer ?» Alors, donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde Nicolas Bouzou, économiste, essayiste, directeur du cabinet de conseil ASTRS, président des Rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël, mais aussi éditorialiste à l'Express, Europe 1, LCI et auteur de très nombreux livres. Cécile Muscotti, ancienne parlementaire de la 2e circonscription du Var, et Roland Marion, conseiller délégué à la transition écologique, région Pays de la Loire. Et on peut effectivement les applaudir. Ce que je vous propose pour qu'on démarre notre table ronde, c'est d'avoir chacun un temps de carte blanche sur cette thématique. Ce que je voulais juste en introduction dire, c'est que, et d'ailleurs Hubert Védrine en a extrêmement bien parlé, on vit aujourd'hui dans une éco-anxiété qui est très forte. Les jeunes générations en parlent d'ailleurs beaucoup. De plus en plus d'études démontrent que les jeunes ne croient plus en l'avenir. Alors je dis les jeunes, c'est aussi parfois les moins jeunes, mais c'est surtout un discours qu'on entend dans la jeune génération. Certains le disent carrément, moi je ne veux pas fonder de famille parce que de toute façon la planète est foutue, je ne veux plus voyager du tout, j'ai envie de tout arrêter parce que pour moi c'est foutu. Ce discours-là, on l'entend absolument quotidiennement. Sur les réseaux sociaux, il est omniprésent quasiment. Et c'est pour ça qu'on a voulu évidemment fonder ce parti, mais aussi choisir cette table ronde. C'est « Avons-nous un espoir ?» En préparant cette table ronde avec vous, la réponse est clairement oui. Donc je vais maintenant vous laisser la parole et je vous remercie justement de nous apporter tous ces éclairages qui vont nous donner envie d'avancer et de croire en cette transition écologique. Je vais prendre ce micro, je vais être extrêmement synthétique, parce que je pense que le plus intéressant, c'est qu'on échange entre nous, donc je ne vais pas faire un tunnel de 10 minutes. Donc je vais répondre à votre question, mais je vais répondre aussi à une question que vous ne m'avez pas posée en posant la table ronde, mais que vous avez posée implicitement dans votre introduction, c'est est-ce qu'il faut faire des enfants ? Qui est au fond un peu l'aboutissement de la réflexion qu'on peut avoir sur ce sujet, parce que j'entends en effet ce discours qui consiste à dire c'est tellement horrible ce qui se passe, notamment du point de vue environnemental, qu'il ne faut surtout pas faire d'enfants. Je ne sais pas qui va décarboner du coup, mais ce sera la conclusion de mon introduction. Très rapidement, en fait, ce que nous montrent toutes les études comportementales, c'est que craindre un phénomène peut être en effet un stimulus qui peut déboucher sur de l'action, sur de la décision et donc sur la résolution du problème auquel on fait face, donc en l'occurrence le problème du réchauffement climatique, pour le dire schématiquement. Mais en fait, ce processus, il a un optimum, c'est une courbe en cloche, comme la plupart des phénomènes humains. Ça veut dire qu'à partir d'un certain niveau d'anxiété et de crainte, en fait, on paralyse l'action, et du coup, on n'apporte plus aucune solution. Et c'est en effet l'une des difficultés de l'écologisme radical. J'écoutais l'autre jour à la radio un débat entre Pascal Bruckner et Claire Nouvian, par exemple, et Claire Nouvian expliquait grosso modo, si on l'écoutait, la situation était tellement grave que de toute façon, on ne pouvait plus faire grand-chose, si ce n'est, d'après ce que j'ai compris, faire une espèce de révolution insoumise, anticapitaliste, etc. Donc quelque chose qui, à mon avis, n'a pas à voir à l'environnement. Et en plus, j'espère qu'on ne fera pas, et qu'on ne fera pas, je pense. Donc voilà, on voyait bien qu'à part prendre les armes, il n'y avait pas véritablement de solution. Alors ça, en fait, c'est absolument contre-productif. C'est-à-dire que ça empêche de lutter, d'atténuer le réchauffement climatique et ça empêche de s'adapter au réchauffement climatique. Donc il faut rester dans un discours qui est un discours où en effet on est lucide sur les problèmes, mais où en permanence on projette des solutions. Si on ne projette pas tout le temps des solutions et un avenir et quelque chose de positif, en fait, il ne peut pas y avoir de lutte contre le réchauffement climatique, il ne peut pas y avoir d'adaptation au réchauffement climatique. Donc si on fait de l'écologie sérieuse, il faut toujours montrer que oui, c'est possible. Parce que si c'est pas possible, c'est pas la peine de faire quelque chose. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire en introduction. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que cet été a été un été de température record, comme au fond tous les étés. C'est-à-dire que de plus en plus, on va avoir des températures records, et puis on va avoir des phénomènes de catastrophes naturelles. Il y en a encore eu un il y a quelques jours en Libye, donc forcément, si vous voulez, c'est parfaitement documenté par les rapports du GIEC.
on a cette hausse de température qui entraîne, en plus d'une hausse moyenne des températures, une plus grande variabilité, un plus grand écart type en réalité des températures, raison pour laquelle il peut faire très froid d'ailleurs aussi, et ça déclenche plein de catastrophes naturelles. Donc on peut regarder ça et se dire c'est terrible, regardez il fait chaud, et en plus il y a des inondations en Libye, donc vraiment on fait rien et on va dans la mauvaise direction. Alors ça, j'y ai consacré un papier dans l'Express cet été, c'est une erreur intellectuelle totale. Pourquoi ? Parce que les températures records sont la conséquence de nos comportements passés, pas de nos comportements actuels. Donc vous ne pouvez absolument pas déduire de la hausse des températures et de la multiplication des catastrophes climatiques, vous ne pouvez absolument pas en déduire le fait qu'on ne fait rien aujourd'hui. Ce sont deux choses qui temporellement ne sont pas accordées, si vous voulez. Et en réalité, ce que je voudrais vous dire, et ce qui est très important, parce que personne ne le dit, alors même que ce soit vrai, il n'y a pas de lien entre le fait qu'un phénomène soit vrai et le fait qu'on en parle, hein, bien évidemment. Par contre, l'inverse, oui. Mais dans l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de l'humanité, jamais un problème n'a été pris autant à bras-le-corps que le réchauffement climatique. Ça n'est jamais arrivé. Vous n'avez pas de précédent. Ah, vous en avez un relativement récent, qui n'est pas inintéressant d'ailleurs, moi je fais parfois des analogies, c'est la lutte contre le Covid. Là oui, on a eu pour la première fois un phénomène qui a été pris à bras-le-corps. Mais qui est de nature différente parce que c'était une crise subite avec des impacts qui étaient des impacts qui appelaient là pour le coup des réactions immédiates. Mais à part ça, le réchauffement climatique, qui en plus est quelque chose qui est très sympathique du point de vue de la réflexion intellectuelle et de l'action politique, c'est qu'il est prévisible et qu'il est parfaitement documenté. Je pense que là encore, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un phénomène qui ait fait l'objet d'autant d'attention scientifique, d'autant de recherches, de rapports et d'un aussi grand consensus scientifique. Donc c'est une chance, c'est formidable. Voilà, donc on fait des choses dans le monde entier. Et si vous regardez, bon, l'indicateur le plus simple qui soit, hein, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais si vous regardez les émissions carbone, ben les émissions carbone, elles baissent en France, elles baissent en Europe, elles baissent beaucoup aux États-Unis. Alors elles partent de haut, mais les États-Unis, qui étaient un pays, je schématise un peu, mais globalement un peu climato-sceptique, depuis la politique de Joe Biden, et notamment, alors je sais que le lien avec l'écologie n'est pas immédiat, mais ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act, qui est en fait un plan de décarbonation de l'industrie, beaucoup plus que de lutte contre l'inflation. En réalité, vous avez une réindustrialisation verte aux États-Unis, mais qui est absolument massive. Là encore, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un phénomène de réindustrialisation aussi rapide. On n'a jamais vu un processus de décarbonation industrielle aussi rapide. Et donc, les émissions de carbone des États-Unis, elles diminuent. Je vais sur un cas plus difficile, la Chine. Les émissions en Chine, elles continuent d'augmenter, bien évidemment. Et en fait, si vous regardez les plans quinquennaux chinois, la baisse des émissions, c'est à peu près 2030. Bon. Mais en fait, les émissions vont baisser avant 2030. Parce que si vous prenez un indicateur avancé des émissions, qui sont les investissements dans les énergies décarbonées, qu'il s'agisse du nucléaire, de l'hydraulique, du photovoltaïque, de l'éolien, etc., en fait, la Chine sort tous les ans en électricité décarbonée à peu près l'équivalent de la capacité de production électrique d'un pays comme l'Australie. Ils font ça tous les ans. Donc les investissements sont absolument gigantesques. On n'a jamais vu ça. Donc même en Chine, en fait, les émissions carbone vont diminuer parce que vous avez une compétition économique entre ces pays. L'arrière-pensée, elle n'est pas seulement écologique, elle est aussi de pouvoir vendre au monde entier les solutions de décarbonation. Ce qu'on aurait dû faire avec le nucléaire si on n'avait pas fait les bêtises dont a parlé à fort juste titre Hubert Védrine. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister. Ne pas dire qu'on ne fait rien, parce que c'est faux. Ne pas dire qu'on va dans la mauvaise direction, c'est faux. On va dans la bonne direction. On peut dire qu'on n'y va pas assez vite, mais simplement, cet argument, il est infalsifiable au sens de Popper, puisque comme le réchauffement climatique est déjà commencé, on n'ira jamais assez vite, en réalité. Donc vous pouvez toujours dire on ne va pas assez vite. Bah oui, puisque le problème, il est déjà là. Donc on peut dire qu'on ne va pas assez vite, mais ce n'est pas très rigoureux. Donc on fait déjà des choses, il faut aller beaucoup plus loin. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais insister pour terminer mon introduction, c'est que on ne peut pas miser sur les bonnes surprises.
On ne peut pas miser sur le fait qu'on va être capable de décarboner, par exemple, l'atmosphère ailleurs qu'en sortie d'usine. En fait, on peut déjà le faire, mais c'est trop coûteux. Donc on ne peut pas le déployer du point de vue industriel. Mais on n'est pas non plus à l'abri d'une bonne surprise. C'est-à-dire que ce qu'il faut garder en tête, c'est que les phénomènes positifs, ça peut arriver, et il n'y a pas moins de chances que de bonnes surprises arrivent que de mauvaises surprises. Parce qu'en fait, dans le débat public, je connais bien, grosso modo, quand vous annoncez une catastrophe, vous êtes gagnant à tous les coups. Vous êtes gagnant à tous les coups parce que, au fond, vous critiquez implicitement le pouvoir. Donc ça, c'est forcément bien vu, puisque si vous avez l'audace de dire, ce que j'ai fait hier soir par exemple, que les 4 gigafactories dans la région de France, c'est plutôt une bonne nouvelle, alors là, vous êtes tout de suite taxé des pires choses. Il est à la solde de la Macronie, il cherche un poste de ministre. Enfin, voilà, donc tout le délire, si vous voulez, du débat public se met en branle, tout simplement parce que vous avez eu l'audace de pointer du doigt quelque chose qui, éventuellement, pourrait être un peu positif. Voilà. Alors là, tout de suite, tout le monde se déchaîne. Non, il faut vraiment bien expliquer que tout est en train de s'effondrer. Vous êtes gagnant à tous les coups parce que parfois, ça arrive que les choses se passent mal. Donc, vous aurez eu raison. Donc, vous êtes un prophète. Et si vous avez eu tort, vous aurez été le sage. Donc, vous êtes gagnant à 100%. Mais si, comme par malheur, vous essayez de faire la pédagogie de ce qui vous semble juste, vous êtes grosso modo perdant à tous les coups. Mais enfin, il faut choisir son camp. C'est ce que vous essayez de faire, d'après ce que j'ai compris. Donc il faut savoir si on essaie soi-même d'avoir des postures confortables pour soi et pratiques dans le débat public, ou si on essaie de consacrer sa vie au fait de servir l'intérêt général. Et si on essaie de servir l'intérêt général, il faut dire des choses que l'on croit justes. Et au fond, et je m'arrête là, l'écologisation, moi je trouve que le terme d'Hubert Védrine est tout à fait excellent. L'écologisation, c'est pas la décroissance. En fait, c'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, je ne peux pas le faire ici, mais je pourrais le faire sur un tableau Excel. Je pourrais vous montrer que je peux faire de la décroissance qui émet du carbone. D'ailleurs, ce qu'ont fait les Allemands, quand on ferme du nucléaire pour faire du charbon, c'est bien de la décroissance. La valeur ajoutée d'une centrale à charbon, elle est inférieure à celle d'une centrale nucléaire. Donc vous êtes dans la décroissance, techniquement, dans la baisse du PIB, et vous avez augmenté les émissions carbone. Donc je peux vraiment vous faire assez facilement, on l'a fait pas très loin de chez nous, de la décroissance polluante. Donc en fait, ce dont on a besoin, c'est d'intelligence. Et donc, je réponds à votre question, est-ce qu'il faut faire des enfants ? Ça, c'est une question personnelle. Moi, je suis un libéral, je ne vais pas intervenir là-dedans. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas s'abstenir d'en faire pour des raisons écologiques. Parce que c'est nous qui décarbonons, mais c'est l'intelligence, c'est eux aussi. Et surtout, c'est Pierre-Henri Tavoyot qui m'avait donné l'argument, le philosophe. Il m'avait dit, c'est quand même bizarre, parce qu'au fond, si on ne fait pas d'enfants, ben pour qui on résout les problèmes ? Pour qui on fait de l'écologie ? Pour qui on décarbone ? Parce que moi, à titre personnel, je supporte très bien la chaleur. Hein. Non, et je veux dire, je ne vais pas lutter contre le réchauffement climatique. Pour moi, j'ai une très belle maison, très ombragée. Franchement, je n'en souffre pas du tout. Donc c'est pour les autres, mais pas pour moi. Et les autres, qui est-ce ? C'est essentiellement les plus jeunes. Donc c'est nos enfants. Donc si on ne fait plus d'enfants, on perd ce sens et peut-être même qu'on perd le sens de l'action politique. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Je passe la parole à Cécile Muscotti. Et Cécile, je me permets de compléter parce que je n'ai pas présenté entièrement. Vous êtes également donc conseillère municipale à Toulon, conseillère métropolitaine et présidente déléguée de l'UCE. Vous avez donc, vous êtes élu local, vous connaissez très bien les problématiques locales de la région sud, et vous êtes persuadée, et je pense que c'est une solution vers laquelle il faut aller et auquel on croit, nous chez Écologie Positive, à l'UCE et chez France Écologie, c'est que les territoires ont un rôle fondamental à jouer et que la territorialisation de toutes ces problématiques, elle est fondamentale. Vous parliez du Covid notamment, on l'a vu, quand on a commencé à territorialiser toutes les problématiques qu'on avait au moment du Covid, on a vu beaucoup de présidents de région se saisir de ces questions et tout de suite, l'accélération s'est faite pour résoudre les problèmes qu'on avait à l'époque. Je vous laisse la parole et je vous remercie d'être parmi nous. Merci à vous. Effectivement, la question des territoires, on l'a entendu depuis ce matin et c'était fort intéressant. Mais si je prends encore un tout petit pas de recul, c'est la question de la participation citoyenne et du dialogue social qu'il faut vraiment se poser, territoire par territoire. C'est pour ça qu'on a décidé, je pense, si j'ai bien compris dans cette table ronde, d'essayer d'être positif, ambitieux pour la suite.
Et on n'est pas tout seul à l'être. Et j'ai pu travailler pendant 6 mois d'une intensité remarquable grâce à une idée qui est apparue au sein de quelques membres de la Convention citoyenne pour le climat. Certains se sont dit, si on changeait de méthode, pour le dire très simplement, parce que l'aspect est plutôt technique, et si on dépolitisait les questions écologiques? Et si on partait finalement d'un diagnostic que je ressens en tant qu'élu depuis plus de 15 ans, du fait que, premièrement, et de plus en plus, on met en doute la crédibilité de nos élus. On a du mal à faire accepter un certain nombre de changements. On a beau essayer de vouloir sortir du volet partisan, mais il est de plus en plus compliqué pour un élu de la République que d'arriver à se faire entendre. Et il est de plus en plus compliqué pour nos concitoyens de venir s'exprimer en votant. Eh bien, si on décidait que la question écologique, elle sortait du paysage politicien et qu'elle venait finalement entendre, comprendre et apporter des moyens territoire par territoire à ceux qui ont envie d'accélérer les choses. Et on est parti sur l'idée de créer un défenseur de l'environnement et des générations futures, c'est-à-dire une autorité indépendante inspirée largement de celle du défenseur des droits. Pourquoi celle du défenseur des droits? Parce qu'elle fonctionne extrêmement bien. Elle n'est pas politique. Dans son statut, c'est une autorité administrative indépendante qui, d'ailleurs, doit respecter un certain nombre de règles et de normes pour garantir son indépendance politique et économique, et qui permet à la fois de venir interpeller un gouvernement, qui permet de publier un certain nombre de données sur l'état de l'avancée des droits de nos concitoyens en France, mais qui permet aussi, à travers ses délégués dans chacun des territoires de la nation, de venir accompagner une demande, une problématique liée aux questions de nos droits fondamentaux. Or, pardon de le rappeler, mais la question de la préservation de l'environnement, elle est constitutionnelle. Elle est inscrite dans notre Constitution. Elle doit garantir la santé de tous à travers la protection de notre environnement. Donc pourquoi pas réfléchir à cette autorité indépendante du défenseur de l'environnement qui pourrait venir à la fois rappeler un certain nombre d'engagements forts, mais aussi et surtout déployer un certain nombre de moyens au sein de nos territoires. Et au sein de nos territoires, ça veut dire quoi? Je vais terminer, ne vous inquiétez pas, mais l'aspect est plutôt technique, mais j'essaie de faire en sorte de le simplifier un maximum. La réalité d'un élu local aujourd'hui, ou d'une entreprise, ou d'un préfet, je vous regarde, monsieur le maire, parce que j'espère que ça va résonner en vous, c'est parfois de se dire, je suis face à un choix. J'ai un projet qui économiquement est extrêmement intéressant, mais il va venir toucher une problématique environnementale qui est importante aussi pour moi. Et c'est vrai qu'en droit, dans notre droit français, il n'y a pas un droit plus fort que l'autre, pour le dire simple. Le droit économique n'est pas plus fort que le droit environnemental. Pour autant, nous ne sommes pas forcément armés pour pouvoir trouver ce point d'équilibre qui permette de concilier les deux. Premier élément. Deuxième élément, il y a l'acceptation citoyenne. Comment faire en sorte aujourd'hui qu'un projet soit accepté, non pas par tous, parce que ça n'existe pas, mais par une majorité de concitoyens habitant un territoire, qu'il soit un citoyen lambda, un militant associatif, un travailleur, etc. Eh bien là, la concertation citoyenne, elle est indispensable. Et le dialogue l'est aussi. Et c'est pour ça qu'on perd du temps aujourd'hui. Parce que quand il y a un projet à l'échelle d'un territoire, il va y avoir une ONG, une association, un collectif, ou au contraire une autre entreprise, qui va rentrer dans des recours, dans une volonté de bloquer un projet parce qu'il a un avis contraire. Et la justice va être saisie. Et le temps long va se passer. Et finalement, on n'aura ni le projet économique voulu par certains, ni le volet environnemental suggéré par d'autres. Et on perd un temps fou. Et donc, accélérer nos politiques de transition écologique, c'est permettre à un défenseur de l'environnement, par son représentant, de venir organiser la concertation citoyenne. Et je rentrerai après, si vous voulez, un tout petit peu dans le détail. On a les moyens de le faire, en fait. On le sait depuis des années, on le finance, mais on ne l'utilise pas vraiment. Organiser la concertation citoyenne pour faire en sorte qu'au moment où arrive l'enquête publique,
eh bien, elle se fasse finalement de manière plus lisible et permettre l'acceptation d'une plus grande majorité. Mais surtout pour faire en sorte qu'on évite des recours qui font perdre du temps pour l'évolution d'un territoire. Et ça, aujourd'hui, les maires, les présidents d'intercommunalités, d'agglos, de métropoles, nos départements souffrent de ne pas pouvoir être accompagnés sur cette dynamique-là. Et pourquoi l'enjeu territorial est fondamental? Parce que nous n'avons pas tous les mêmes priorités au même moment. La question de l'eau, la question des déchets ne va pas venir sur la shortlist d'un élu local au même endroit que chez moi dans le Var ou au fin fond de la Normandie. Mais il y a surtout un changement de méthode qu'il faut garder en tête parce que ça veut dire qu'on affaiblit, et je le dis très simplement, le ministère de l'écologie. Nous n'en faisons plus une affaire politique. On estime qu'une autorité indépendante garante de notre santé et de notre environnement doit pouvoir aujourd'hui non seulement faire respecter la loi, mais aussi accompagner chacun et chacune à accélérer nos projets de transition environnementale. Voilà dans les grandes lignes l'idée qui nous a permis pendant 6 mois d'auditionner plus de 150 personnalités, des ONG, des avocats, des élus, des spécialistes de l'environnement, le corps préfectoral, qui a aussi, je pourrais évoquer de nombreux exemples à ce sujet, pour arriver à trouver ce point d'équilibre, les moyens nécessaires, en regroupant un certain nombre d'autorités administratives indépendantes qui existent déjà en France. Mais entre nous, nous n'avons rien inventé de fantastique dans son statut, parce que le défenseur des droits a été créé en fusionnant un certain nombre d'autorités administratives indépendantes, notamment celles qui défendaient le droit de l'enfant. Et aujourd'hui, nous avons en France tout un tas d'instances comme ça qui pourraient tout à fait se réunir, s'organiser. Et je terminerai là-dessus. Je ne suis pas une spécialiste du tout de la question environnementale, mais quand j'ai commencé mes travaux et que j'ai ouvert ce grand livre de la technicité et du droit environnemental, je me suis dit, c'est une complexité énorme. Et il ne s'agit pas là de venir simplifier le droit environnemental. J'ai envie de dire, quand on a un élu, quand on a un citoyen, quand on a un chef d'entreprise, on s'en fout. On n'est pas là pour venir comprendre exactement quel sous-article de loi va nous permettre de. C'est-à-dire que la tuyauterie, elle est compliquée, elle le restera. En revanche, il faut que la saisine, elle soit rapide, elle soit limpide, elle soit réactive pour pouvoir enclencher cette accélération de nos politiques de transition environnementale. Et c'est rien de révolutionnaire, c'est changeons de méthode. Dotons-nous des moyens nécessaires, écoutons ce qui se passe sur les territoires, anticipons avec, je le répète encore, le débat et vraiment la discussion citoyenne. On traverse une crise démocratique, on parle de crise environnementale, mais on traverse une crise démocratique. Parlons aux gens, donnons-leur et donnons-nous les moyens de le faire. Voilà en grande ligne ce qu'est le défenseur de l'environnement pour lequel à l'UCE nous militons fortement. Merci beaucoup Cécile Muscotti. On installera après un échange entre vous. Moi aussi j'ai des questions. On va d'abord écouter Roland Marion, conseiller régional spécifiquement délégué à la transition écologique et énergétique, région Pays de la Loire. Nous t'écoutons Roland et je l'oubliais, vice-président également d'Écologie Positive. En fait, la raison pour laquelle je suis moi tout à fait enthousiaste sur notre avenir commun, c'est pour une raison, je constate, qui est un peu différente de l'analyse de Yann Verling, qui est que je pense en réalité qu'on a tous ancré désormais le fait qu'il y a un réchauffement climatique et il faut en faire quelque chose. Alors il y a bien quelques hurluberlus, puisque certains par exemple pensent que la Terre est plate, donc on peut dire ce qu'on veut, mais qui peut nier aujourd'hui que la qualité des eaux est dégradée et qui peut nier que c'est lié à des intrants chimiques de ces quelques dernières décennies? Personne. Qui peut nier qu'on continue à produire des déchets, à les enfouir dans des trous, à les exporter en Asie, en Afrique, et qui peut nier qu'on a dans nos fleuves et dans nos océans des microplastiques et des plastiques? Personne. Qui peut nier que le carbone est une source de réchauffement climatique et qui peut nier que l'homme produit du carbone? Personne. Qui peut nier en réalité qu'on est en face d'un effondrement de biodiversité et qu'on perd chaque jour des nouvelles espèces? Personne. Donc les gens raisonnables ont quand même bien intégré
cette question du réchauffement climatique et du bouleversement climatique qu'on est en train de rencontrer. Alors donc, on a la question de l'adaptation et de notre monde de demain, évidemment, dont il faut parler, mais en fait, la question, c'est la conséquence de ça. Quelle va être la conséquence de ce bouleversement climatique? Alors, moi, je suis géologue, j'ai beaucoup étudié l'histoire de la Terre, j'ai beaucoup étudié l'histoire de la relation entre l'homme et son environnement, et on se rend compte qu'à chaque crise climatique, même si elle n'est pas d'origine anthropique, mais d'origine simplement terrestre, ça a eu pour conséquence que de déplacer des populations, comme un jeu de billard, la boule chassant l'autre, puis à un moment donné, on se retrouve dans un coin où on est tous ensemble sur un territoire trop exigu, et ça se résout en général à grands coups de hache dans un coin de la tête. Et en fait, c'est la question qu'on doit se poser, c'est à quel point on va dérégler la situation et à quel point on va se retrouver dans une situation où on va devoir avoir des mouvements comme ça humains qui vont être déraisonnables. Et on se posera à ce moment-là la question, il faut régler le problème de l'immigration ou de ces mouvements de population, alors que la question n'est pas là, la question, il faut régler le problème de notre environnement. Alors, comment faire ça? Ça a été un peu évoqué tout à l'heure. Il ne faut pas laisser penser que l'environnement et l'écologie ou l'écologisation est une question qui peut se fonder sur les intuitions personnelles. J'ai vu, Robert, dimanche, que ton barbecue faisait de la fumée, il faut interdire le barbecue. Enfin voilà, on peut dire pareil pour les arbres de Noël. Enfin, ça, c'est des intuitions personnelles qui n'ont aucun sens. En réalité, c'est une science. C'est des sciences, on a des botanistes, on a des géologues, on a des hydrogéologues, tous ces scientifiques qui ont des capacités pointues dans leur domaine et sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer pour définir un point de départ. Le GIEC nous aide beaucoup. Pour définir un point d'arrivée, et puis pour tracer scientifiquement la ligne entre le point de départ et le point d'arrivée. Et on a une responsabilité absolument fondamentale, c'est que le point d'arrivée doit être un point d'arrivée enthousiaste. Nos enfants n'attendent pas de nous qu'on leur prévoit un monde et qu'on leur prépare un monde de douleur, ils attendent de nous qu'on leur prépare un monde où ils se sentiront bien, où ils seront mieux connectés avec la nature, un monde où ils seront finalement à l'image de ce qu'ils veulent être. Et la question du déni, c'est de mon point de vue, la question de la préparation d'un monde sur lequel ils n'ont pas envie de vivre. Ensuite, je pense qu'il faut faire connaître, faire savoir et accompagner pour que chacun comprenne ces enjeux-là. On voit nos jeunes qui manifestent le vendredi après-midi pour le climat. Ils ont sans doute raison de s'intéresser à ces questions-là. Ils ont sans doute raison de se rebeller, même si on peut peut-être considérer que c'est aussi pour s'épargner une demi-après-midi de collège ou de lycée. Je ne veux pas généraliser, mais j'ai au moins un exemple à la maison. Et on les retrouve le samedi après-midi à faire la queue devant les magasins de fringues et devant les magasins de téléphone pour aller acheter et consommer, etc. Mais dans le fond, on ne peut pas vraiment leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas la connaissance, mais personne n'a la connaissance de l'impact de notre consommation et de notre vie quotidienne sur l'environnement. Donc il y a des solutions qui sont techniquement un peu compliquées, mais à mon avis qui vont ouvrir la voie, c'est d'afficher sur nos objets de consommation quotidienne le poids environnemental multicritère, biodiversité, eau, CO2, etc. Pas pour contraindre, mais pour informer. Si tu achètes 15 kilos de fringues, eh ben, ton poids environnemental, il va être déraisonnable, il va être de 10 000, je dis n'importe quoi, voilà, ton score environnemental. Et ça permet à ce moment-là de se dire, oui, mais dans ma consommation, effectivement, j'ai un choix, et là, ça ouvre des portes absolument extraordinaires. Ensuite, évidemment, il faut réglementer. La réglementation n'a pas que des aspects négatifs, il faut de la contrainte, la contrainte est évidemment nécessaire, mais il faut réglementer pour mettre tout le monde en fait, sur le même pied d'égalité. Les industriels ne sont pas des grands méchants, hein. Ils veulent bien modifier le cadre de production, leur méthode d'industrie, mais ce qu'ils veulent, c'est que ce soit sur des bases communes, évidemment, que ce soit sur des règles du jeu qui soient communes. Sinon, ceux qui bénéficieront le plus d'un point de vue économique seront ceux qui, sans doute, auront les impacts environnementaux les plus forts. Donc, ils veulent bien muter. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous disent. Nous, c'est notre boulot, en fait, de muter, mais dites-nous quelles sont les règles du jeu. Et à ce moment-là, voilà. Donc, la réglementation est aussi importante. Et puis, il faut ensuite, évidemment, financer l'ensemble. Et c'est en ayant dessiné une trajectoire avec un monde d'atterrissage auquel on croit, qu'on va se dire, les euros, il faut les mettre ici pour accompagner cette mutation. Mais pour finir, quelle est l'échelle de cette mutation? Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. À mon avis, il y a deux échelles territoriales pertinentes. Il y a la région, en France, mais globalement en Europe, où des territoires de la taille d'une région, parce qu'ils ont leur spécificité en termes d'immigration, en termes de population, en termes d'industrie, en termes de... Donc, et puis, il se trouve en France que les régions sont aussi chefs de file en matière de transition écologique. Donc, la région est une maille
nécessaires et à mon avis sur lesquels il faut s'appuyer davantage. Et le deuxième, c'est l'Europe. L'Europe, parce qu'évidemment, un producteur mondial, il ne va pas produire une machine à laver, je prends un exemple, différemment pour la France, pour l'Espagne, pour l'Italie, pour l'Angleterre, parce que les réglementations seraient différentes. Et l'Europe, qui est très, très allante sur les questions réglementaires environnementales, doit pouvoir définir des règles communes. Et je pense que ça va être un enjeu véritablement important dans les prochaines années, parce que je pense que la prochaine mandature européenne dessinera cette trajectoire. Et le risque, c'est de voir une trajectoire à laquelle les jeunes n'aspireront pas. En réalité, on peut dessiner une trajectoire inspirante pour les générations futures, à condition d'avoir de la continuité et de le faire dans un cercle européen. Merci beaucoup Roland, merci à tous les trois. Ce qui est particulièrement intéressant dans vos retours, c'est que vous avez tous les trois une vision de vos métiers qui du coup nous donne une vision très différente en termes de relais. Je m'explique. En tant qu'essayiste, économiste, chroniqueur, vous êtes un relais auprès de la société qui ne va pas être exactement le même qu'un élu local ou qu'un élu régional. Ce qui m'intéresserait beaucoup, parce que c'est ce que nous, on vit au quotidien au sein de notre parti, c'est qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui, même si moi je partage totalement le constat qui est de dire que parfois il faut dépolitiser. Nous, on a choisi en fondant ces partis quand même de faire de l'écologie politique, parce qu'on estime aussi que celle qui existe aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Comment vous mobiliseriez aujourd'hui? Parce que les jeunes, aux dernières élections présidentielles, ils ont été votés beaucoup plus Mélenchon, par exemple, pour justement avoir un programme écologique. Je ne suis pas certaine qu'ils obtiendront satisfaction. Enfin, à mon avis, ce n'est pas le bon choix. Voilà. Comment vous les mobiliseriez? Qu'est-ce que vous leur diriez, chacun dans le relais que vous êtes, pour arriver à la fois à les faire aller dans les urnes, mais aussi peut-être pour voter pour nos partis plus modérés en matière d'écologie politique? Alors, je vais vous dire, je pense qu'il faut dire des choses intéressantes. Moi, ce que j'observe dans le débat public, c'est que ceux qui disent des choses intéressantes, c'est ceux avec qui je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, grosso modo, Mélenchon et Le Pen-Zemmour. Voilà. Mélenchon, il m'a fait siffler dans tous ses meetings pendant les législatives, donc j'ai écouté. Et ben, bon, je me laissais prendre à son histoire, complètement délirante, c'est pleine de haine, de ressentiment, mais le ressentiment, la haine, c'est un moteur finalement, et je me suis rendu compte qu'il disait quelque chose, qu'il y avait quelque chose. Quand vous voyez Trump qui insulte les journalistes, la justice, etc., il y a quelque chose, quoi, il y a un narratif. Et donc la difficulté pour nous, qui détestons tout ça, bien évidemment, c'est de construire un discours qui soit un discours intéressant et enthousiasmant. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Moi, je suis un libéral. Les libéraux, c'est pas très intéressant ce qu'ils disent. Non, bah non, pas très intéressant. Non, mais franchement, non. Alors, il me semble que la piste à suivre, mais vous savez mieux que moi, mais il me semble qu'une piste à suivre dans le domaine de l'écologie, c'est de dire, au fond, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'écologie dans le cadre de la démocratie libérale. C'est-à-dire tout ce qu'on vous dit sur l'écologie, c'est forcément la fin de la démocratie, parce qu'il n'y a que dans une dictature qu'on peut mener un programme écologique, il n'y a que dans une dictature qu'on peut planifier, et la planification, c'est forcément la fin du marché, et il faut faire la révolution. Tout ça, c'est faux. Alors en plus, vous avez un avantage, c'est que c'est faux. C'est-à-dire qu'en plus, ce que ça vous permettra d'avoir un discours qui, contrairement aux gens dont j'ai parlé, est un discours qui a une prise avec la réalité. Parce que, en fait, je parlais des pays qui décarbonent tout à l'heure. Quels sont les pays qui décarbonent? Il n'y a que des démocraties. Ah oui. Et les pays où les émissions carbone augmentent, j'en parlais, c'est la Chine, c'est la Russie. La pression des opinions publiques, et en particulier des plus jeunes dans les démocraties, oblige en fait à mettre un certain nombre de choses en musique et en action surtout. Hubert Védrine le disait très bien tout à l'heure. Ce qui cause le réchauffement climatique, c'est les émissions carbone. Mais la Corée du Nord, ils émettent énormément de carbone. Il n'y a pas de lien entre les émissions carbone et le capitalisme. Il y a un lien entre les émissions carbone et le fait de produire. Mais les pays socialistes, ils produisent. Alors, pas bien, ils font des choses que les gens ne veulent pas, etc. Mais ils produisent. Et donc, ils émettent du carbone. Donc, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la décarbonation
quel que soit, au fond, le régime économique. Voyez. Donc, il faut absolument qu'on arrive à dire aux jeunes, et pour moi, c'est ça le truc intéressant, c'est le message qu'à ma très modeste place, j'essaie de porter. En fait, on peut y arriver. Et on peut y arriver, non seulement on peut y arriver dans un cadre démocratique, dans un cadre libéral au sens large. Hein, tout le monde n'est pas libéral ici, comme moi, hein, j'entends bien, mais je veux dire libéral, la social-démocratie, je mets ça dans le champ libéral, hein, si vous voulez. Donc, en fait, non seulement c'est parfaitement compatible, mais c'est le meilleur cadre pour le faire, et on va le faire, et on va y arriver. Vous voyez ? Et je pense que déjà, si vous dites « on va y arriver », ben, vous suscitez un espoir et vous suscitez quelque chose de positif. Donc je pense qu'il faut tourner autour de ce discours, un discours mobilisateur. Et moi, ce qui m'a passionné depuis le début dans l'écologie, du point de vue de mes préoccupations, qui sont des préoccupations aussi, puisque je défends le libéralisme, etc., la démocratie libérale, c'est que c'est un sujet qui permet de redonner du sens dans le cadre d'une démocratie libérale. Et il n'y en a pas 36, en fait. Vous voyez ? Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui permet de redonner du sens au mandat électif, ça permet de redonner du sens à l'entrepreneuriat, ça permet de redonner du sens aux études qu'on choisit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça permet de souder dans un environnement qui est un environnement individualiste. Je ne sais pas si j'ai répondu. Vous avez tout à fait répondu. Et effectivement, je pense que cette question du sens, on l'entend énormément hein, dans les jeunes générations. Certains ne veulent même pas candidater pour certaines entreprises en disant « ça ne répond ni à mes valeurs, ni au sens que je veux donner à ma vie ». C'est quand même quelque chose, je ne dis pas qu'auparavant, il n'y avait pas ce discours-là, voilà, mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement fort là-dessus. Et ça répond totalement là-dessus. Et je pense qu'en ayant ce message positif, optimiste, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi aussi ce nom, c'est comme ça qu'on arrivera à mobiliser, ça j'en suis persuadée, et dire qu'on va y arriver. Mais c'est pas facile de le dire, parce que dans tout le paysage médiatique, on entend plutôt l'inverse. Et quand vous ouvrez les réseaux sociaux, on entend aussi plutôt l'inverse. Mais on va s'employer à avoir ce discours-là, ça c'est une certitude. Côté élu, tu parlais, Cécile, de la défiance que peuvent avoir beaucoup de citoyens à l'égard du politique aujourd'hui. C'est indéniable, hein, tous les sondages le disent. On a une abstention qui ne fait que croître. Hein. D'ailleurs, on craint pour les prochaines élections. C'est peut-être même l'abstention qu'on doit craindre le plus. Donc, est-ce que vous, en tant qu'élu, toujours dans ce champ écologique, parce qu'effectivement, c'est quand même l'une des plus belles causes qu'on peut défendre, qu'est-ce que vous pourriez dire justement à ces jeunes générations pour les convaincre ? C'est pour ça que je m'attache toujours à ne jamais dissocier la crise écologique avec la crise démocratique que nous traversons. Et reconnaître aussi les responsabilités que nous portons en tant qu'élus de la République. Je pense que nous avons, pendant trop longtemps, laissé croire à l'ensemble de nos concitoyens que l'unique devoir d'un citoyen était, quelques fois par an, ou tous les 2-3 ans, venir mettre un bulletin dans l'urne. Et qu'être un citoyen, ça s'arrêtait là. Et je transmettais mon devoir de citoyen dans le pouvoir représentatif qui était en face de moi. Il faisait ce qu'il avait à faire. Mon travail s'arrêtait là. Grave erreur. Grave erreur qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons une jeune génération qui a du mal non seulement à s'exprimer, non seulement à participer à la vie démocratique, et encore plus à s'impliquer dans la vie publique et politique. Grave erreur aussi parce que ça ne touche pas que la jeune génération. Si seuls les jeunes, aujourd'hui, fuyaient les bureaux de vote, on pourrait cibler encore plus la problématique pour trouver des solutions, mais ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, comment faire comprendre à ces gens-là qu'ils portent une responsabilité et que l'élu, au sens large du terme, ne peut pas endosser l'entière responsabilité de tout ce qui se passe. Donc c'est compliqué quand on fait campagne, hein, parce qu'on n'a pas envie de culpabiliser les gens, on n'a pas envie de leur dire « attendez, c'est aussi un peu de votre faute ». Pourtant, il faut trouver le bon espace et les bons mots pour arriver à les impliquer d'autant plus. Je ne vais pas ressortir les grands discours. Hein. Nos tissus associatifs manquent de bénévoles, les partis politiques manquent de militants, etc., etc. Enfin, les partis politiques, pas tous. Pas tous. Et le danger est là. Il est double. Rassemblement national, abstention massive. Donc, il n'y a pas de méthode miracle.
On a une problématique aussi liée aux médias, aux réseaux sociaux, on en parle beaucoup, mais l'éducation, la sensibilisation et le dialogue, aller vérifier une information, comprendre l'implication nécessaire, comment moi, dans mon périmètre défini, je peux changer les choses. Et oui, la responsabilité, elle n'est pas unilatérale, mais elle est partagée, et c'est notre rôle d'aller le porter, à mon avis, au quotidien dans nos territoires. Merci beaucoup, Cécile. Roland, je crois que ce qui ressort aussi de tout ça, c'est que le savoir et l'innovation sont absolument fondamentaux, qu'on a aussi beaucoup besoin de nos entreprises pour ça. J'aimerais beaucoup aussi avoir ton avis sur ce qu'aujourd'hui les entreprises peuvent apporter dans ce débat-là. Elles sont de plus en plus concernées par ce sujet-là. Est-ce que tu pourrais, voilà, elles sont sur le bon chemin, c'est une certitude, mais est-ce que pour toi, il y a encore des pistes à explorer pour les entraîner encore plus sur ce bon chemin économique? Oui, juste un mot sur les jeunes, hein, d'abord, si tu veux bien. Moi, je suis bien placé. Malheureusement, j'ai parmi ceux qui sèchent le lycée là, à la maison, ils ont tous voté Mélenchon. Et je leur ai posé la question pourquoi et qu'est-ce qu'il y a comme idée derrière les prises de parole de Mélenchon. En fait, ils ont été foutus de me le dire. Hein. Ils m'ont juste dit, mais attends, le type, il parle, c'est bien, on comprend, on y va, il donne envie. Je pense que nous, on ne doit pas se considérer comme modérés. On dit modéré parce que par une construction un peu artificielle, il y a la droite, la gauche et le centre, et que le centre est un peu tiède, et donc ça fait modéré. Mais on n'est pas modéré. On est au contraire hyper allant. Le problème, c'est qu'être sérieux, c'est un peu chiant. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus facile de ne pas être sérieux, de dire des choses qui n'ont aucun sens, mais dans lesquelles les jeunes se reconnaissent, pas par conviction, mais par entrain, simplement. On a visionné avec mon fils, j'essaye de faire des choses, hein, il n'a même pas voté pour moi, voilà. Bon, le conseil, ce qui se passait au conseil régional. On parlait du plan sur l'eau. On a mis plein de millions d'euros sur l'eau pour protéger les captages, améliorer la qualité de l'eau, etc. Et puis, un membre du conseil régional, issu de la Convention citoyenne pour le climat, a pris la parole en disant mais ça va pas du tout, vos 16 millions, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut mettre 200 millions d'euros sur le plan eau et on va résoudre le problème. En faisant fi complètement du fait qu'il y a des inerties dans le système et que c'est pas en mettant 200 millions que dès le lendemain on va résoudre le problème. Mais pour ces jeunes, ça leur donne vachement envie. Ils se disent voilà quelqu'un qui dit on va renverser la table et on va tout mettre sur un sujet, on va résoudre le sujet, même si c'est pas vrai. Ils le comprennent pas, mais ils vont voter de ce côté-là. Voilà. Et c'est pareil avec l'autre côté, à l'extrême droite, où il y a des positions absolument insensées, mais en tous les cas, il y a des positions et elles ne sont pas tièdes. Et je pense qu'il faut qu'on revendique le fait de ne pas être tiède. On peut parler de centre, mais en tous les cas, de ne pas être complètement modéré parce qu'on est hyper convaincu. Ensuite, sur les entreprises, ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, et c'est ce que je constate moi au quotidien, en particulier sur l'hydrogène, parce que là, il y a une multitude de choses à faire en matière d'innovation, en matière de recherche, en matière de développement économique, d'emploi, tout ce que vous voulez. Les entreprises, en fait, sont très volontaires, très allantes. Il reste des champs absolument incroyables d'exploration, d'innovation. Mais il faut leur donner la perspective. Bien sûr, elles essayent d'inventer le monde de demain qui leur donnera un avantage économique sur leurs concurrents, mais elles ont aussi besoin qu'on leur dise qu'est-ce que sera ce monde de demain et dans quel sens on veut aller pour inventer ce monde de demain. Et à ce moment-là, même si les défis sont incommensuraux, même si aujourd'hui on pense qu'ils sont incommensuraux, en laissant un pas de temps, effectivement, qui ne soit pas trop long, parce qu'on est quand même dans une situation d'urgence, mais qui ne soit pas trop court pour laisser quand même aux industriels le temps de se retourner et d'inventer leur nouveau modèle productif, elles iront. Ça a toujours été leur job et elles le feront. On est vraiment, je pense, là, dans notre génération, et puis plus certainement la prochaine et encore celle d'après, dans une mutation très fondamentale de notre rapport à la société et qu'on doit inventer cette nouvelle humanité. Et je pense qu'on va le faire. Et les entreprises joueront leur rôle parce qu'elles sont aussi, elles, fondamentalement au cœur de notre vie sociale. Merci beaucoup, Roland. Merci pour vos réponses. Je serais intéressée d'avoir aussi l'avis de la salle. Est-ce qu'il y a des questions à nos speakers? Alors oui, je peux te demander de passer le micro à monsieur? Oui, merci. Denis Merville, président de l'Association des maires de Seine-Maritime. Et j'ai eu beaucoup de fonctions en matière d'environnement depuis les années 82 au niveau du département, de la région et au niveau du Parlement.
Moi, j'étais très intéressé par ce qu'ont dit les différents intervenants, mais Cécile, quand elle a parlé de territorialisation. Je crois que nous sommes un certain nombre d'élus ici. On voit bien, et on ne manque pas de le dire quand on a affaire à des administrations parisiennes, il faut territorialiser les politiques, parce que la France, elle n'est pas donc identique à identique, même entre le Var et la Seine-Maritime, même si en Seine-Maritime, il y a de la sécheresse aussi, on n'a pas les mêmes situations. Ceci étant, il y a également le rôle important des maires, parce que pour faire comprendre, je crois, pour faire appliquer, accepter un certain nombre de politiques, Hubert en a parlé tout à l'heure, je crois que c'est lui, pour les déchets, par exemple. C'est quand même nous qui sommes en première ligne, et il y a 15 ou 20 ans, quand il a fallu faire accepter de mettre le tri, c'était pas évident. Et finalement, maintenant, les gens s'en rendent compte. Moi, je vois beaucoup, en tant que maire, nous sommes un certain nombre d'élus ici, dans les enseignants, les enfants. Bon, c'est plus difficile dès qu'ils deviennent ados. Mais les enfants sont très sensibles à ces questions. Et pour mettre en œuvre donc les actions concrètes en matière d'environnement, le positiver, je crois que c'est vraiment sur le terrain. Je n'ai pas dit que la région n'avait pas donc un rôle, loin de là, mais n'empêche que. Et surtout que je constate aujourd'hui, et sûrement que je ne suis pas le seul, que ce soit donc dans les administrations, on est de plus en plus coupé des réalités. On a affaire de plus en plus à des gens qui sont des idéalistes. J'entendais l'autre jour, je vois mon collègue devant, moi qui était comme moi à l'agence de l'eau, on me disait, mais il ne faut plus faire de lin en Seine-Maritime. Ça m'a fait réagir, parce qu'il faut faire autre chose. Or, nous sommes un fleuron, une agriculture où il faut faire du lin. Voilà, tout de suite, on a des réactions, ou alors on entend des choses, mais pourquoi ils ne font pas ça? Mais oui, mais dès qu'on est sur le terrain, je suis fils d'agriculteur, on sait qu'il y a une rotation des sols. Ceci étant, il y a besoin donc de concertation au niveau local. Et je me permettrai de rappeler que nous n'avons pas de complexe à avoir. J'ai eu l'honneur à une époque, en premier mandat de parlementaire, d'être rapporteur du budget de l'environnement de Michel Barnier. Et c'est lui qui a lancé le débat public. Ce n'était pas facile à l'Assemblée, notamment dans nos rangs. J'ai eu un peu de mal à convaincre, et lui aussi, mais on a convaincu. Et ça s'est élargi. Je crois que c'est une bonne chose qu'il y ait le débat public sur les grands projets, plutôt que d'essayer de passer en force, à condition que les gens s'écoutent, qu'il n'y ait pas que des cahiers d'acteurs qu'on retrouve, mais c'est toujours un peu les mêmes dans certaines réunions. Et ce qu'a dit Cécile, de descendre au niveau local avec le défenseur de l'environnement, je crois que ça me paraît effectivement une idée intéressante donc, à défendre. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de textes en matière d'environnement. J'ai déchargé l'environnement à l'AMF. Il y a beaucoup de textes. La justice, en plus, connaît mal. Beaucoup de maires, quand on constate des choses qu'on porte plainte, des abattages, des choses d'arbres et autres, la justice ne connaît pas. Et donc, il y a vraiment à étendre à la fois la concertation là-dessus. Donc, je crois que c'est une idée qui paraît donc intéressante, parce que je citais les exemples. Moi, je vois sur le terrain, je le dis souvent à mes collègues, quand je vois qu'aujourd'hui, écoutez, on refuse en matière d'urbanisme des abris de jardin que les gens veulent faire chez eux, sous couvert de consommation de terres agricoles, quand ils ont 800 mètres qui sont dans leur jardin. Mais vous en faites des révoltés, et ils ne comprennent plus. C'est de l'excès, c'est de l'idéologie de la part de certains fonctionnaires qui sont assis là et qui disent « ce sera comme ça ». Et moi, je ne manque pas de dire au préfet ou au sous-préfet « soyez les arbitres, parce que finalement, je constate que l'administration, de plus en plus, que ce soit au niveau national ou au niveau parfois départemental ou régional, il y a des gens qui imposent les choses. En tout cas, vraiment, je crois qu'on a lancé autrefois la concertation et le débat public, et je pense qu'il faut aller au-delà, parce que c'est vrai que les maires sont parfois un peu démunis, connaissent pas trop, donc c'est une idée intéressante à avancer. Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Cécile, je crois que tu souhaitais répondre. Rapidement, mais vous avez entièrement raison dans ce que vous dites. Surtout pas imposer, et j'ai envie de dire particulièrement en matière environnementale. Parce qu'il y a les particularités territoriales, etc. Il y a la complexité de notre droit environnemental qui joue aussi. Mais après, c'est pas de la provoque, hein, mais le sujet des déchets, j'en parle ici, j'en parle pas trop dans le Var, parce que c'est trop risqué, mais si je peux me le permettre, complètement, les maires ont besoin d'être accompagnés.
Ils ne peuvent pas être en première ligne d'organiser ces débats-là, surtout, on n'en a pas parlé, c'est pas forcément le sujet, mais avec cette montée des violences face aux élus de la République. Donc, pour protéger ceux qui décident de s'engager pour le pays, pour leur ville, pour leur région, etc., on se doit de déployer des moyens pour le faire. Et je vous donnerai, si vous voulez, le lien de mon rapport parlementaire, puisque vous verrez que dans cette fusion d'outils, il y a évidemment la Commission nationale du débat public, qui était présidée par Chantal Joanneau. Cette commission que grand monde ignorait jusqu'à cette terrible période des Gilets jaunes, où là, on sort la Commission nationale du débat public, on dit allez hop, allez, il faut aller nous organiser là tout de suite, hein, on va calmer tout le monde, les gens vont se parler. Et en fait, quand on regarde la création de la CNDP, de la Commission nationale du débat public, on se rend compte que son cœur de métier, son objectif premier, c'est la question du droit environnemental. Donc, elle fait partie, cette commission, des instances à récupérer, à fusionner sous l'autorité administrative indépendante. Mais un tout petit point de provoque, c'est que moi, je prône pour cet accompagnement-là. Et c'est pour ça que je parlais de dépolitisation. Dépolitisation, pourquoi? Parce qu'un maire, parfois, ne va pas vouloir installer sur son territoire une usine de valorisation de déchets parce qu'il sait très bien que c'est pas populaire, qui va avoir du mal à regagner son électorat par la suite. Mais ça aussi, ça se travaille. Mais soyons honnêtes entre nous, acceptons-le, disons-le. Et c'est la vie politique est ainsi. Mais trouvons des solutions pour ce dépassement-là, qui est essentiel. Merci beaucoup. Roland, est-ce que tu veux compléter ? Non, oui, je veux bien juste, j'adore cette question-là, dire un petit mot. Quand on fait une campagne municipale, enfin moi j'en ai fait plusieurs, effectivement, je constate que 9 fois sur 10, on nous parle des déchets. Voilà. Et puis après, pas forcément parce que c'est une question de compétences, je pense, parce que les gens n'ont pas forcément conscience des compétences des collectivités, mais parce que c'est le cadre de vie quotidien, et finalement, c'est quand même... Oui, on parle collecte, voilà. Et puis donc forcément on essaie de s'améliorer, on apporte des points d'apport volontaires en plus, on essaie de mettre de la tarification incitative, enfin plein de choses comme ça. Puis on se rend compte qu'on a quand même une réticence des gens qui nous ont demandé de travailler sur le sujet à la mise en œuvre effective. Et ça on le retrouve, ça va nous poser un problème, on le retrouve globalement sur les questions de transition écologique. On nous dit mettez des énergies renouvelables partout, de la méthanisation, de l'éolien, du machin, etc. Eh ben, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Mais quand on doit la mettre sur un territoire, parce que quelque part, il y a quand même quelque chose qui existe, finalement, pas chez moi. Je pense que c'est très bien l'éolienne, mais ce sera très bien là-bas. Moi, je vivrais très bien dans un monde sans nucléaire. Simplement, on n'y arrivera pas. C'est impossible. Donc, il faudra qu'il y ait du nucléaire. Et cette question, ça va être juste fondamental. Quand on n'arrive pas à installer une unité de méthanisation, comment on va faire pour installer un SMR? Comment on va faire pour installer une usine nucléaire? Enfin, j'ai passé... écoute, on en reparlera dans 40 ans, mais je ne suis pas sûr que c'est facile. J'ai été cet été, et je finirai là-dessus, j'ai passé quelques jours autour du lac de Serpenson. Donc une retenue hydraulique pour faire de l'hydroélectricité. Ils ont quand même à l'époque rasé 6 villages, hein, noyé 6 villages pour pouvoir faire cette retenue d'eau, et puis ça s'est bien passé. Aujourd'hui, bon courage, cher Hubert, par exemple, si tu proposes d'aller raser 6 villages pour mettre, je sais pas quoi, une centrale nucléaire ou une retenue d'eau. Mais non, mais on ne peut même pas imaginer proposer quelque chose comme ça. N'hésite pas à compléter, Hubert. Oui, tout à fait. D'abord, vis-à-vis de Nicolas, je voudrais dire, je suis tout à fait d'accord que quand on va prendre la parole, si c'est pour sortir un robinet d'eau tiède, on n'y arrivera pas. Mélenchon, à chaque fois, il fait le show, il provoque, etc. Donc, moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Hubert Védrine. Actuellement, le parti Les Écologistes, ils vendent une salade qui n'est pas du tout écologique. Hein. C'est-à-dire, ils importent le wokisme nord-américain dans toute sa splendeur. Donc, c'est absolument pas écologique. Donc, il va falloir qu'on tape fort avec en disant, ils prétendent ça, c'est faux. Il va falloir un moment qu'on soit un peu polémique si on veut rentrer dans le jeu. Hein. Sans provoquer, mais être polémique en disant, on vous raconte des cracks. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, alors, c'est vrai que tout le monde est écolo, tout le monde est pour la méta, etc. Alors, j'ai fait des réunions publiques sur la méthanisation, puisque j'ai la transition énergétique en responsabilité à l'agglo et à la région. Donc j'ai tapé quelques réunions publiques. On est d'accord, dans les réunions publiques,
tu n'as que les contres qui viennent principalement. Tu as très peu de gens qui viennent voir. Mais on est habitué. Quand on est maire, je crois que je dois avoir, en 10 ans de mandature, je dois avoir 2 personnes qui ont venu frapper à ma porte en disant « Bravo de gens, j'aime bien ce que vous faites ». La plupart, ils viennent « Ouais, ça va pas du tout ». Bon. Donc, il faut s'y faire. C'est la loi du genre. Non, une unité de méthanisation. Tu peux la mettre uniquement si c'est une méthanisation agricole, auquel cas les gens te disent qu'ils la mettent dans leur ferme. Et là, ça marche. Donc, si c'est sur le territoire de la ferme, c'est acceptable. Ou alors, si on méthanise, par exemple, des bouts de stations d'épuration, sans les grandes agglos, tu la mets à côté de la station d'épuration, ça passe. Le pire, c'est une zone d'activité où il y a des néo-ruraux, tu vois, et là, tu dis, bon, bah, il y a 5 agriculteurs qui sont mis d'accord avec les écoles du coin, ils ramassent des biodéchets, et puis ils foutent ça dans la zone d'activité, à côté du Leroy Merlin. Alors là, s'il y a un village à côté, c'est mort. C'est même pas la peine, c'est mort. Bon, donc on sait bien qu'il y a des choses qui passent. Sur le nucléaire, très surprenant, moi je suis un ancien militant anti-nucléaire. J'ai viré ma cutie en disant, aujourd'hui, on ne peut pas se passer du nucléaire. Je crois qu'on aura peut-être le débat entre nous, on peut peut-être déjà commencer à réfléchir à ça. Le nucléaire, c'est formidable. J'ai un président de région qui est très, très nucléaire, mais très, très nucléaire. Oui, c'est bien, on ne peut pas s'en passer. Attention, c'est quand même un combustible fossile, importé, et on n'a pas réglé la question du déchet. Et pourtant, dans l'opinion publique, EPR2 à Panly, c'est-à-dire à côté de Dieppe, passait comme une lettre à la poste. Pourquoi ? Il y a déjà une centrale nucléaire. Donc pour eux, c'est un appendice, quoi, tu vois. Par contre, si tu en mets une nouvelle, alors là, bonjour, je suis d'accord, hein, ça va être compliqué. Oui, ça va pas être simple. Et donc, voilà, il faut réfléchir. Par contre, tout d'un coup, le PR2, il est passé comme une lettre à la poste dans l'opinion publique. Par contre, Orano veut agrandir à Flamanville, dans la Manche, sa piscine pour accueillir plus de déchets. Alors là, catastrophe, polémique, et c'est reparti. Tu vois, donc il y a des endroits où, curieusement, mais on connaît ça quand on est maire. Quand tu construis un immeuble, par moment, il y a une espèce de prurite qui se fait, et puis 6 mois après, à un autre endroit, la même chose se produit, il n'y a pas un gars qui moufte. C'est assez imprévisible, hein, les réactions de l'opinion publique. Hein, voilà. Bon, donc, je crois que de toute façon, on est condamné à la pédagogie, ça c'est sûr. Et la pédagogie, il va falloir qu'on emploie un ton direct avec des arguments qui sont un peu percutants. Voilà. Il y a juste un tout petit point, si tu veux bien, Hubert, qui est... on nous répond à ça qu'on n'a pas besoin de centrales nucléaires parce qu'on va arrêter de consommer de l'électricité, qu'on n'a pas besoin de machin, etc. Parce qu'en fait, on va changer complètement nos modes de consommation et donc on n'a plus du tout besoin de ces outils industriels pour résoudre les problèmes de la transition écologique. Et ça, c'est très difficile à contrer parce que c'est pas la réalité, mais en vue de l'esprit, ça fonctionne bien. Ouais, mais je leur dis, regardez en réunion, tu fais une réunion aujourd'hui de responsables ou d'élus, tout le monde cherche la prise de courant pour brancher son portable. Moi, je leur dis, vous pensez qu'on n'a pas besoin d'électricité? Regardez, vous êtes tous en train de me dire elle est où la prise de courant? Donc, voilà. C'est l'écologie à l'épreuve de la réalité. Mais je suis d'accord sur le fait que le ton direct est totalement employable et qu'il faut vraiment le travailler parce que ça, c'est fondamental. Oui, Monsieur le ministre. oui, oh non, mais appelez-moi Yves, ça me gêne. Je voulais poser une question, mais vous interpeller parce que j'entends et vous avez raison, c'est ça la difficulté. On dit c'est à l'échelle du territoire, mais les égoïsmes, mais les choses bloquent les dispositifs. Moi, j'ai créé il y a quelques mois, un rassemblement d'élus locaux qui ont en charge ces problèmes. Ils disent tous la même chose en disant tout le monde veut bien, mais chez le voisin sur ce sujet. Moi, la réflexion que je voudrais vous livrer, mais peut-être sous forme de question pour savoir si vous la partagez, je pense que c'est la conséquence d'une difficulté politique qui fait que la question qui nous rassemble aujourd'hui, ce n'est qu'un volet des programmes politiques qu'on présente aux Français à l'occasion des élections. C'est un chapitre. Alors on dit, il y a le chapitre économie, et puis il y a le chapitre, il y a le chapitre de l'écologie sur ce sujet. Et que il faut sans doute cranter, il faut monter d'un cran. J'ai été assez séduit par l'écologisation évoquée tout à l'heure par Hubert Védrine, par l'idée d'écologiser le pays. La réflexion que je vais vous livrer, c'est que nos grands-parents avaient un projet collectif, ils avaient envie de faire quelque chose en commun, c'était la paix.
On s'est tapé dessus avec l'Allemagne pendant 3 générations. Il y avait envie de faire la paix. On a construit l'Europe, on a fait la paix. C'était un projet collectif. Mes parents avaient un projet collectif. C'était ce qu'on appelait le progrès à l'époque. C'est la chanson de Ferrat. Vous savez, on veut aller dans les villes pour avoir le cinéma et les cuisines en formica. C'était vécu comme le progrès, mais c'était un projet collectif. La génération qui suit a eu un projet collectif, c'était celle de la jouissance. La génération post-68, de l'ultra-consommation, de la jouissance. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le rôle des politiques et des élus de dire que le nouveau projet collectif qui peut rassembler tout le monde, du petit jeune des banlieues au paysan, à l'ouvrier, à l'ingénieur, au retraité, c'est celui de l'écologisation. Pardon, je vais y arriver. Et que si on arrive à faire monter ça au niveau d'un projet de société, si on arrive à faire non plus un chapitre d'un programme politique, mais une locomotive d'un programme politique, la déclinaison d'un programme politique, est-ce qu'on ne pourrait pas, est-ce que vous ne pensez pas, puisque c'est une question, qu'on pourrait surmonter un peu plus facilement ces égoïsmes locaux, qu'on pourrait un peu mieux associer les gens à cette logique? Et au fond, est-ce que ce n'est pas ça que nous disent les jeunes? J'ai des fils, un qui a 16 ans, l'autre qui a 30 ans. J'ai le même discours que vous sur ce sujet. C'est papa, c'est bien. D'abord, moi, je veux exprimer ma priorité. J'ai que l'extrême gauche, donc je vote extrême gauche. Je suis désolé pour toi, papa. J'ai aussi un fils qui a voté Mélenchon. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce qu'il parle bien de la mer et que je pense que c'est important sur ce sujet-là. Et que donc, nous avons un devoir politique d'exprimer sur la scène politique un projet de société globale qui partira de cette question-là et qui déclinera un nouveau modèle de société à partir de cette question. Et que tant que ça restera, et c'est le défaut des grands partis politiques plus généralistes, tant que ça restera un chapitre de l'histoire, eh bien ce sera un chapitre qui sera très difficile à mettre en œuvre. Donc nous sommes aujourd'hui un wagon, il faut devenir une locomotive. Est-ce que vous partagez cette vision ou pas? Un mot, parce que moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire politiquement autour de la notion de progrès, alors qui est un peu plus large que l'écologie, mais je vais préciser. Déjà, je ne crois pas du tout que la notion de progrès soit morte. Je pense que ce qui est mort, c'est le progrès au sens des Lumières, c'est-à-dire le progrès avec un grand P, c'est-à-dire cette espèce d'amélioration un peu automatique de toutes les composantes de la vie, progrès économique qui fait le progrès social, qui fait le progrès moral, qui fait etc. Ça n'existe pas. Mais en revanche, qu'il y ait des progrès concrets pour nos concitoyens, ça, je pense que c'est quelque chose de très contemporain, de très moderne, et que les gens y sont très réceptifs. C'est-à-dire que si je fais un tout petit pas de côté, mais je reviens à l'écologie, si on leur dit en fait, on va modifier un certain nombre de choses dans le fonctionnement de l'hôpital, non pas pour faire en sorte qu'il y ait moins de soins, mais pour faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier des progrès extraordinaires de la médecine, voilà, je pense qu'en fait, on propose quelque chose de positif. Si on dit aux gens ce qu'on va faire en matière d'écologie, de transport, par exemple, prenons le cas des villes, donc quelque chose de très concret. Voilà, aujourd'hui, il y a des travaux, donc c'est un peu embêtant, etc. Mais vraiment, ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qui sera mieux pour tout le monde. Donc ce sera un vrai progrès, qui est un progrès tangible, qui est un progrès concret. Moi, je suis persuadé qu'il y a un projet politique autour de ça. Et je trouve que pour nous, on va dire les gens raisonnables, donc de la gauche modérée à la droite modérée, on est toujours sur quelque chose qui est assez défensif ou qui est assez désincarné. Moi, un terme que je supporte plus, un mot que je supporte plus, c'est celui de réforme, par exemple. Complètement définalisé. Réformer, pourquoi? Même moderniser, à la limite, je trouve ça même un peu... voilà, on voit pas ce que c'est. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est construire un discours qui soit un discours, moi je suis entièrement d'accord avec vous, avec quand même des notions collectives, et en même temps, des choses qui sont extrêmement concrètes et qui montrent qu'on a le pouvoir. De toute façon, c'est pour ça que les maires restent les élus les plus populaires. C'est parce que, en fait, leur action, ça montre que l'action démocratique et que l'action publique peut encore avoir des effets concrets. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'on est ministre, on devient impopulaire. C'est parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir prise sur le réel. Donc je pense vraiment qu'il faut faire ça. Et je disais tout à l'heure, donc ce que vous dites avec tous vos enfants qui votent Mélenchon me conforte. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quand même une prime à celui qui raconte les choses les plus intéressantes, même si c'est complètement idiot sur le fond. Il faut qu'on refasse ce travail-là. Alors très concrètement, moi j'ai lu, je vous propose une lecture. J'ai lu récemment, il est sorti il y a 2 ou 3 ans, je crois, mais Jean Garrigue a fait un livre sur les plus grands discours parlementaires de l'histoire de la Ve République. Et j'ai trouvé ça passionnant parce qu'on voit qu'il y a des discours de gens qui ont les mêmes idées que nous, mais qui sont des discours incroyablement passionnants. Celui qui m'a le plus, je ne l'avais jamais lu en intégralité, je dois avouer, j'ai honte, mais celui de Jacques Chaban-Delmas, par exemple,
ça doit être en 69, je crois, quand il a été nommé Premier ministre, sur la nouvelle société, mais un discours mais fascinant. Enfin, je veux dire, c'est bien écrit, ça emporte. Ça a été tellement bien que Pompidou l'a pas supporté d'ailleurs, parce qu'il a trouvé que c'était trop bien en fait et que ça lui faisait de l'ombre. Et faire de l'ombre à Pompidou, fallait quand même être fort, parce que lui-même c'était quand même assez extraordinaire. Donc regardez par exemple ces discours parlementaires, parce qu'ils montrent, je pense que ça répond un peu à votre question, ils montrent qu'un discours qui est un discours, on va dire, raisonnable, ancré dans la vérité, peut quand même porter un projet de société. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. On va prendre dans les dernières questions. Alors, attendez, je vous apporte le micro. Merci. J'ai 3 jeunes à la maison aussi, 25 ans, 20 ans et 18 ans. Et ils ont tous voté Mélenchon aussi. Donc, et je peux vous dire que je n'ai pas voté Mélenchon et ils ne m'ont pas écouté du tout. Et je trouve que c'est très intéressant parce que l'un de vous a parlé de technicité du sujet tout à l'heure qui éloigne peut-être cette jeunesse de la compréhension enthousiasmante de la question. Et c'est ça que Mélenchon sait faire. Il vend du vent, mais ça marche. Pourquoi ? Parce que nos jeunes ont une fibre altruiste aujourd'hui. Moi, je suis d'origine africaine. Je suis née au Cameroun. Et je vais régulièrement au Cameroun parce que j'essaie de participer aussi à la transition démocratique du pays où je suis née. Et quand je discute aussi avec mes 7 frères et mes 8 sœurs, plus tout ce qu'il y a derrière, je me rends compte effectivement qu'on a tous bondi sur la transition écologique, mais on a oublié qu'on ne pouvait pas le faire de façon aussi abrupte. C'est-à-dire qu'il y avait nécessité, notamment pour cette jeunesse, de voir le lien que nous, adultes, faisons entre l'écologie et la transformation du monde. Là, le sujet est très intéressant, l'état de la planète. Mais s'il y avait beaucoup de jeunes ici qui ne sont pas du tout comme nous dans le truc politique, ils seraient déjà sortis au bout de 20 minutes parce que c'est trop technique, intéressant, sérieux, mais pour eux, ils ne voient pas du tout où on veut en venir en termes de participation à la construction du monde. Je vous cite un exemple. Le Ghana aujourd'hui, il y a près de 5,5 millions de personnes au Ghana qui vivent sous le seuil de pauvreté. Pourtant, c'est le premier pays producteur de l'or. Et ça participe à la vision que nos jeunes, à l'ère du numérique, à l'ère d'Internet, ont de ce qu'on leur vend ici. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est de voir que tous ces gamins qui pataugent dans la boue pour extraire de l'or qui va servir aux bijoux des pays riches, ben, qu'est-ce que ça leur apporte? Rien. Et je suis sûre que ça participe au rejet aujourd'hui des ressortissants de ce continent et beaucoup de jeunes vis-à-vis, par exemple, de la France. Parce qu'ils ne comprennent pas. Dans mon département de la Drôme, on a une entreprise qui s'appelle CEPRO. Je trouve qu'elle est très intéressante. Elle fait des choses intéressantes. C'est une entreprise qui est dans les cartouches d'imprimante. Donc les cartouches, il faut les ramener à l'heure de l'écologie. On dit aux clients, quand elle est vide, vous nous la ramenez. Mais ensuite, il faut ou la détruire ou la recycler. Qu'est-ce qu'il a fait plutôt que de le faire ici? Il est allé en Afrique, il a trouvé un pays où il embauche des jeunes, il a construit toute la logistique, les ateliers. Les jeunes détruisent ou recyclent ces cartouches. Donc ça leur donne du travail, ça calme tout le monde, ça évite que ces jeunes prennent des bateaux de fortune et viennent mourir en Méditerranée. Et mes enfants me parlent de ça. Dis maman, mais monsieur Brenier, il fait des choses intéressantes. C'est ça qu'on veut. On veut savoir que nous, on vit bien ici, mais que les autres aussi qui sont dans la pauvreté vivent bien. Et c'est ce charme-là qu'on pourrait vendre, qu'on n'arrive pas à vendre à notre jeunesse. Parce qu'ils ont envie de faire des choses pour les autres. Ils n'ont pas envie de vivre égoïstement. Sauf que les solutions de Mélenchon, elles ne sont pas si concrètes que ça, c'est du vent. Et là où les écologistes ont du mal à se faire, je veux dire, aimer, entre guillemets, par la jeunesse, c'est qu'ils n'arrivent pas à vendre des choses très concrètes. C'est très technique, comme les sujets qu'on vient d'avoir avec les élus locaux. Ils ne sont pas élus locaux. Ils ne sont pas dans les conseils municipaux métropolitains. Donc, les questions techniques,
ils les maîtrisent mal. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise le lien direct entre la politique écologique et le changement du monde. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie beaucoup pour ce message. Oui. On va s'y employer également. Merci pour toutes ces pistes d'action que vous nous donnez. On va se donner un mot de la fin. Je pense que voilà, c'était un plaisir de partager tous ces échanges avec vous. Je vous laisse le mot de la fin à chacun en quelques, peut-être une minute, un mot de la fin pour conclure tous ces échanges. Non, mais je pense que voilà, le message principal, c'est qu'il faut expliquer aux gens que le problème, il est pris à bras-le-corps, que sans doute nos pays, nos démocraties libérales font pas tout bien, c'est complètement évident, mais qu'on peut corriger nos erreurs. Et surtout qu'on a des solutions. Si vous regardez les technologies, moi, quelque chose qui me frappe beaucoup en matière, ce que me disent les ingénieurs, c'est pas moi, hein, mais les entrepreneurs, etc., c'est qu'au fond, en matière de décarbonation industrielle, par exemple, on dispose aujourd'hui de l'essentiel des technologies. En fait, on les a. Donc, beaucoup de solutions, on les a déjà. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à les déployer. Et là où, j'évoquais les Américains tout à l'heure, là où les Américains ont vraiment été très forts et où l'administration Biden a été vraiment très forte, c'est qu'elle a abordé complètement de front la question écologique et la question économique. Voilà. Elle n'a pas dissocié les deux. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on va faire un immense plan de décarbonation de notre industrie et en même temps, on va développer les solutions de décarbonation industrielle qu'on va vendre au reste du monde. Et ça, je pense que c'est la bonne façon de faire. C'est la raison pour laquelle je suis très content qu'on ait 4 gigafactories dans la région des Hauts-de-France. Ça va nous permettre de faire des batteries électriques et des composants pour les batteries électriques à des constructeurs qui, en plus, sont en grande partie des constructeurs français, Renault et Stellantis. Donc, je vois. Alors, évidemment que les batteries électriques, il y a des problèmes d'approvisionnement, etc. Bon, mais aucune solution n'est pure et parfaite. Hein. Ça, c'est un monde qui n'existe pas. Donc, je trouve que c'est formidable qu'on avance. En France, on n'est pas encore au niveau des États-Unis, mais il y a quand même plein d'initiatives positives. On a plein de start-up qui sont très, très innovantes. On a des très grandes entreprises qui peuvent constituer des donneurs d'ordre, des acheteurs qui sont un marché, au fond, hein, pour les solutions les plus innovantes. Donc, voilà, je suis assez confiant. En tout cas, je trouve qu'on a un coup à jouer. En 2 mots, et c'est un peu le ressenti aussi de cette journée, je pense que le diagnostic, nous l'avons. Nous avons les outils nécessaires qui nous permettent de faire un point d'étape sur la situation du pays. Je pense que l'ambition de changer les choses et d'accélérer nos politiques de transition environnementale, eh bien, on l'exprime. Les outils, et on en a plusieurs à notre disposition, existent. Alors qu'est-ce qui nous manque ? Peut-être parfois un peu le courage de nos convictions. Et je le dis vraiment avec tout mon cœur, on a été capable aujourd'hui de se retrouver. Et on peut ne pas être d'accord sur certains sujets, et tant mieux. Continuons à ne pas être d'accord sur l'ensemble des sujets. Mais je le redis, ayons le courage de nos convictions, écrivons, portons, projetons pour finalement concrétiser nos grandes aspirations. Voilà ce que je peux nous souhaiter. Moi, finalement, je me rends compte d'un sujet qui m'embête un peu. C'est en fait le thème que vous avez abordé, madame, ou vous avez abordé, Yves. Moi, je vois bien un projet de société dans lequel, après avoir passé 3 générations à voir mourir nos familles, on décide de la paix. Je vois bien un projet de société où on fait l'amour dans la boue en prenant la drogue. Alors, hormis la drogue, je pourrais me retrouver dans le projet. Je vois bien la simplification des vies quotidiennes par la modernisation, Mais qu'est-ce qu'on a comment est-ce qu'on donne envie par l'écologie ? Et je pense qu'on n'a pas résolu ce sujet-là. Comment est-ce qu'on donne envie pour l'écologie aux jeunes, parce que c'était notre sujet, et puis finalement à tout le monde. On n'a pas cette punchline à la Mélenchon ou à la Le Pen qui sans forcément donner envie, mais montre clairement le projet. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur le sujet. Pardon ? Oui, mais c'est presque anxiogène. Alors qu'on voudrait emmener vers un projet volontaire. Un immense merci. Excusez-moi, j'étais en train de... Parce que comme j'organise aussi un peu cette journée, je suis un peu sur les 2 fronts. Je vous remercie infiniment pour cette table ronde. Je pense qu'on peut les applaudir.
On a des petits cadeaux pour vous. Alors, avant que vous partiez,